Juste deux mots sur le DOCIP, qui est le Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones, qui a été créé à l'initiative des délégations autochtones qui sont venues pour la première fois à l'ONU dans le cadre d'une conférence organisée par les ONG internationales. Tous ces mots sont importants. Autochtones, ONG internationale, ONU, ce sont les délégations des peuples autochtones des Amériques, puisque c'était limité aux Amériques à l'époque, qui ont demandé à un groupe de personnes qui avaient d'ailleurs contribué à l'organisation de cette conférence de créer un secrétariat et un centre de documentation à Genève pour que quand ils viennent travailler, ils aient un minimum de moyens. Donc dès le départ, ce que j'aime beaucoup avec les autochtones, c'est qu'ils ont ce côté concret et réaliste. Ils savent très bien que les États ont tous les moyens. Eux, ils n'en avaient pas. Ils ont tout de suite cherché d'en avoir. Ils ont cherché la solidarité internationale, tant au niveau des ONG que des Nations Unies. Et voilà, c'est comme ça qu'on a été créé. Je ne suis pas la fondatrice, je suis venue un peu de temps après. Et maintenant, on est toujours une petite ONG, mais ça fait 35 ans qu'on accompagne les délégations à l'ONU, à Genève, mais aussi à New York depuis l'instance permanente, depuis donc 2002. On les accompagne par des services, on est une ONG de services, et là déjà, je trouve qu'ils ont innové en nous demandant d'être un service et de certainement pas faire de lobby, certainement pas faire d'advocacy, certainement pas leur dire qu'est-ce qui est bon pour eux, mais au contraire simplement de fournir les moyens nécessaires pour qu'eux puissent faire le travail de représenter leur peuple et leur nation à l'ONU, parce qu'ils se sont toujours considérés comme des peuples et des nations. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu l'histoire, tant en Amérique du Nord, dans les pays de droit anglo-saxons, qu'en Espagne, ou enfin dans les pays d'Amérique latine, y compris le Brésil, il est vrai, et en Asie aussi, ils étaient considérés 18e, 19e, début 20e parfois encore, comme des nations et comme des peuples. Il y a eu des traités qui ont été passés entre eux et les États, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, au Chili, avec les Mapuches, et en Asie, souvent, les peuples, ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples autochtones, c'était des peuples qui, avant la colonisation, avaient des chefferies, des royaumes, qui ensuite ont été intégrés dans des États-nations lorsque ces États se sont décolonisés, mais qui n'ont souvent absolument rien à voir avec ces États-nations. Donc ils se sont toujours considérés comme des peuples et des nations. Ils ont accepté ce que moi j'appelle le quart de fesse qu'on peut mettre sur un demi-strapontin à l'ONU, qui est le statut ECOSOC pour les ONG, c'est-à-dire on nous fait quand même passer par un sacré examen et puis l'approbation des gouvernements pour avoir ce statut, pour pouvoir commencer à parler dans les enceintes. Eh bien, eux, ils ont tout fait pour y échapper. Ils l'ont utilisé lorsqu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais chaque fois qu'ils pouvaient faire autrement, ils ont poussé l'ONU pour s'installer en disant, attendez, au niveau de la sous-commission ou de la commission des droits de l'homme, il nous faut un statut ECOSOC? Non. On discute de nos affaires, on discute de notre déclaration sur les droits des peuples autochtones, pas question de ce qu'on ne soit pas partie prenante de la discussion. Voilà, ils ont toujours eu cette idée-là. Ils l'ont obtenu au niveau de la Commission des droits de l'homme, ils l'ont obtenu ensuite au niveau de l'instance permanente qui est du niveau de l'ECOSOC, ils ont obtenu au niveau maintenant du Conseil des droits de l'homme et particulièrement du mécanisme d'experts, d'avoir d'une part un mécanisme dont les experts sont des autochtones et d'autre part de pouvoir y participer à très haut niveau sans statut ECOSOC, sans statut d'ONG. Alors je pense que déjà là, ils nous ont un petit peu bouleversés dans les rapports entre État et société civile. Et c'est ça qui est quelque part passionnant de suivre leur travail aux Nations Unies, c'est qu'en fait, ils bouleversent beaucoup de choses. Alors, ici, on parle de développement. Moi, je vais surtout parler de droits de l'homme parce que pour eux, tout est lié. Alors, isoler le développement de l'environnement, des droits de l'homme, de la décolonisation, ou de la sécurité, ils ont quand même subi pas mal de génocides, ils en subissent encore. Pour eux, c'est complètement artificiel. Et ce qui compte d'abord, c'est leur droit. C'est le droit de pouvoir s'organiser chez eux comme ils l'entendent, avec leurs règles, avec leur gouvernance, avec leur structure, avec leurs connaissances traditionnelles, avec leurs anciens, avec leur vision du monde qui se préoccupe beaucoup des générations futures, donc qui peut aussi beaucoup nous apporter. Donc eux, ils ne considèrent pas le développement comme quelque chose de séparé. Ce qui est d'abord important, c'est le droit de pouvoir s'organiser comme ils l'entendent. Par ailleurs, ils ne se considèrent en général pas comme des gens à développer, pour la simple et bonne raison que leurs problèmes à eux,
ils ne sont pas nés du sous-développement, ils sont nés de la spoliation. On spolie leurs terres, on spolie leurs ressources. Maintenant, à Lompi, je viens de sortir d'un comité intergouvernemental sur les connaissances traditionnelles. On essaie de les spolier de leurs connaissances traditionnelles, de leurs ressources génétiques, puisque maintenant, c'est de la nouvelle ressource que les pharma convoitent. Donc, pour eux, le problème n'est pas un problème de développement, c'est d'abord un problème de spoliation. Bon, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on arrête de les spolier, et même parfois qu'on restitue ce qu'on leur a pris. Et le développement aussi, il a une autre signification pour eux. Donc je suis totalement hors des discours qui ont été prononcés parce que, enfin pas complètement, puisque quand même dans les objectifs du millénaire, il y a la Human Rights Approach to Development, donc c'est quelque chose maintenant qui est ancré, qui n'est peut-être pas toujours pratiqué, mais qui est au moins ancré dans les idées. Et je suis d'ailleurs d'accord avec monsieur lorsqu'il dit que l'ONU est créatrice d'idées. Je crois que ça c'est une fonction importante qu'elle a. Mais pour eux, pour les autochtones eux-mêmes, le développement, il a une signification complètement différente que pour nous. Si je prends un exemple, d'abord ils disent, nous, on s'est toujours développé, on a toujours évolué, on a toujours intégré des innovations. Ce qu'on veut, c'est pouvoir intégrer les innovations que nous souhaitons et qui sont conformes à notre cosmologie et à notre vision du monde. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on nous impose des innovations. Ensuite, par exemple, pour donner un exemple qui est maintenant bien documenté, les Indiens des Andes ne considèrent pas que le développement, c'est quelque chose qui est relatif au futur, qui est relatif à un progrès et qui est quelque chose devant eux. Pas du tout. Pour eux, le développement, c'est quelque chose qui est en arrière, qui est relatif au passé, parce que pour eux, il s'agit de retourner à un certain nombre, peut-être pas toutes, structures communautaires qu'ils avaient auparavant, qui leur garantissaient une vie digne, qui garantissaient une vie digne à tout le monde, et qui leur permettaient également de garantir la vie de la terre-mère, qui est à la source des ressources, si je peux dire. Donc vous voyez, on est dans un domaine bien différent, mais en même temps, si on essaie de le comprendre et de travailler avec eux, on apprend énormément. Et on a un potentiel d'innovation chez les peuples autochtones qui, pour moi, est important. Je ne veux pas du tout minimiser leurs problèmes. Ils en ont une série incroyable, mais j'aime bien aussi mettre l'accent sur ce potentiel d'innovation. Et là, je dois dire que l'ONU a fait assez fort. L'ONU a eu une structure qui a permis, même si les autochtones l'ont bousculé, même s'ils ont poussé les limites, même s'ils ont souvent protesté, s'ils ont agi d'une manière extrêmement dynamique, ils ont été beaucoup plus osés que les plus grandes ONG, en tout cas droits de l'homme, qui n'ont jamais osé bousculer les structures de l'ONU comme ils l'ont fait. Mais là, je pense qu'on est vraiment parti du niveau local, des communautés, des organisations locales des autochtones, et qu'on a joint directement le niveau international. Et qu'on a trouvé à l'ONU une structure qui permettait plus ou moins de s'installer, qu'il fallait un petit peu chambouler bien sûr, et surtout, et ça je tiens beaucoup à le dire parce que c'est important, quelques personnes, quelques experts, quelques fonctionnaires, larges d'esprit, intelligents, motivés, qui ont cherché les failles du système pour permettre aux autochtones de s'engouffrer dedans. Et ça, je pense qu'on aura toujours besoin de gens comme ça dans toutes les institutions, à quelque niveau que ce soit.